lycéenne aux apparences innocentes et en mal de popularité tue son modèle sur un coup de folie. Voici leurs histoires. Ce cas a inspiré le film Death of a Cheerleader qui raconte le récit dramatique d'une fille qui pensait que pour être populaire et acceptée dans son école, il lui suffisait de se lier d'amitié avec la camarade la plus connue de sa classe. Lorsque son plan est bouleversé, cela attisera sa jalousie et aboutira à un meurtre. Outre sa classe sociale, Bernadette Proty avait également quelques imperfections physiques qui la laissaient penser indésirable. Pour pallier à cela, elle a alors commencé à idolâtrer Kirsten. Cependant, son projet a rencontré plusieurs échecs. Premièrement, Bernadette n'a pas réussi à intégrer l'équipe de Pom-Pom Girl convoitée, et deuxièmement, elle n'a pas fait partie du personnel de l'annuaire. Kirsten est issue d'une famille aisée dont les parents sont Arthur et Berit Costa. Elle avait également un frère nommé Peter. Elle a grandi dans la petite ville de la banlieue d'Orinda, en Californie. 17 ans plus tôt, ses parents ont emménagé dans cette ville à la recherche d'une belle communauté sûre avec de bonnes écoles. Sociables et travailleurs, les parents Costa s'intègrent facilement dans leur nouveau quartier. Ils y élevèrent leurs 2 enfants, Kirsten et son jeune frère Peter. Le père était devenu cadre et la mère est restée à la maison s'occupant de ses enfants. La famille est devenue un membre actif du très sélect club de tennis à 2 pas de chez eux. Bien que les Costa soient tranquilles, leur fille de 15 ans, elle, ne l'était pas. Kirsten était l'énergie de la maison, dit sa mère. Elle écoutait toujours de la musique, passait des appels téléphoniques, dansait, elle était pleine de vie. Nous sommes des gens simples, elle était impatiente de partir, prête à commencer à vivre sa vie. Tout en elle avait du flair, elle était très belle, selon les déclarations d'une amie de la famille. Elle avait une belle peau et de beaux cheveux bouclés bruns avec des reflets dorés. Pour sa mère, sa fille ressemblait à un modèle Vogue. Kirsten, qui venait de terminer sa 2e année, avait commencé à changer de cercle social au premier cycle du secondaire. Elle était avec des gens dont la vie comptait. Nous avions l'habitude de dire que Kirsten avait tout, dit une camarade de classe. Elle était maigre, je me souviens l'avoir regardée après qu'elle soit devenue Pom-Pom Girl. Tout le monde voulait être comme elle. Au printemps 1984, on avait demandé à Kirsten de rejoindre les Bobbies, une organisation d'élite rassemblant au sein de la sororité les 35 filles les plus belles et les plus populaires de l'école. En plus de rejoindre les Bobbies, Kirsten était membre de l'équipe universitaire de natation. Mais le plus important pour elle était de devenir Pom-Pom Girl. Elle pratiquait constamment à la maison dans la salle familiale. Selon une amie, être Pom-Pom Girl est prise très au sérieux. Avant d'essayer, les candidats écrivent des essais expliquant ce qu'ils pourraient ajouter à l'école. Leurs parents signent un accord pour dépenser $500 pour payer les uniformes verts et blancs des Pom-Pom Girls. Les filles sont notées par 20 juges et on leur dit leur sort lors d'une cérémonie de type Oscar au cours de laquelle les Pom-Pom Girls sortent les noms dans les enveloppes, donnant aux gagnants des baisers et des fleurs. Kirsten fut l'une des gagnantes, elle était la Pom-Pom Girl parfaite. Elle fréquentait un camp de Pom-Pom Girl vivant dans un dortoir dans le collège de la ville voisine. Le jeudi 21 juin 1984, Berit Costa, la mère de Kirsten, a reçu un appel. L'appelante s'est identifiée comme une Boobies et a dit à la mère qu'elle savait que Kirsten, sa fille, était absente jusqu'au week-end, mais a demandé si elle serait en mesure d'assister à un dîner d'initiation pour les nouvelles Boobies ce samedi soir-là. Lorsque sa mère a dit oui, l'appelante a répondu que quelqu'un viendrait chercher Kirsten en voiture et que personne d'autre ne devrait être au courant des plans. Ce fameux samedi soir, le 23 juin 1984, les parents et Peter, le frère de Kirsten, sont partis assister à un repas d'école pour l'équipe de Peter. Quand une voiture a klaxonné à l'extérieur de la maison vers 8h30, Kirsten a quitté en laissant la télévision allumée et est sortie vers une voiture Pinto de couleur moutarde et est rentrée à l'intérieur. Selon le témoignage ultérieur de l'auteur du crime, on apprendra qu'elle avait prévu d'emmener Kirsten à une fête pour se lier d'amitié avec elle. En route, Bernadette se décide à avouer la vérité à celle qu'elle pensait être sa future meilleure amie. Kirsten s'est alors mise en colère lorsqu'elle lui a dit qu'il n'y avait pas de dîner pour les nouvelles boubettes d'intégration. Les filles se sont alors disputées et un peu plus d'1 heure plus tard, une Kirsten agitée a sonné à la porte d'Alex et Mary-Jane Harold.
Elle semblait tendue mais pas terrifiée et leur a dit « Mon ami est devenu bizarre avec moi ». Quand ils ont ouvert la porte, les voisins ont vu Kirsten et derrière elle, une autre fille les observait à quelques mètres de là et qui se cachait sur le chemin. Kirsten a demandé à appeler chez elle. Lorsque personne n'a répondu au téléphone, Alex, le voisin, lui a alors proposé de la ramener chez elle. Alors qu'il conduisait sur le trajet, il aperçoit une voiture Pinto de couleur moutarde continuer de les suivre. Lorsque la voiture s'est arrêtée, Kirsten a dit à son voisin qu'elle irait bien, puis elle est sortie. Alors qu'elle s'éloignait de la voiture, l'autre fille s'est précipitée de derrière une haute haie et a couru vers elle le bras levé. Alexander a vu un éclair d'une lame métallique. En réalité, c'est à ce moment-là que Bernadette s'est saisie de son couteau de boucher et a poignardé Kirsten à 5 reprises avant de prendre la fuite. Kirsten tomba, bien que mortellement blessée, elle a couru à la maison d'Arthur Hillman de l'autre côté de la rue pour obtenir de l'aide. Son assassin, qu'Alex et d'autres témoins ont décrit plus tard comme une blonde au visage rond portant une chemise jaune et un pantalon de survêtement rouge décoloré, s'est précipité vers la voiture Pinto. Il l'a suivie, mais elle a fini par le semer. Le voisin sous le choc repart afin d'avertir une ambulance. Les cris sanglants de Kirsten ont résonné à travers la maison des Hillman. Arthur Hillman a vu Kirsten chanceler vers lui, criant « Aidez-moi, aidez-moi, j'ai été poignardée !» Elle s'est effondrée dans ses bras. Il a déchiré sa blouse et a essayé d'arrêter le saignement causé par les 5 blessures à l'arme blanche, mais le sang jaillissait. Il a essayé de lui demander ce qu'il s'est passé et qui lui avait fait ça. Kirsten, qu'il avait connue dès sa plus tendre enfance, n'a pas répondu. Elle a haleté qu'elle avait du mal à respirer. Hillman a incliné le cou de Kirsten vers l'arrière et a essayé de la ranimer en lui faisant du bouche à bouche. Il avait fait tout ce qu'il pouvait lorsque les ambulanciers paramédicaux appelés par un de ses fils sont arrivés. Malheureusement, Kirsten fut déclarée morte 1 heure après dans un hôpital voisin. En rentrant de leur dîner, les parents de Kirsten ont remarqué les projecteurs de la police qui éclairaient leur maison. Arthur Costa, le père, a sauté de la voiture au milieu de la rue tandis que la mère est restée à l'intérieur terrifiée. Le lendemain du meurtre, alors que les camarades de classe et les parents de Kirsten assistaient à ses funérailles, la rumeur s'est répandue selon laquelle le tueur était venu pleurer et assister aux funérailles parmi eux. Personne ne voulait croire que le tueur venait d'Orinda, la banlieue luxuriante du nord de la Californie où vivait Kirsten. Les parents inquiets ont ordonné à leur fille adolescente de voyager dorénavant en couple ou en trio et de ne jamais rester seule dans le quartier. Il y a eu une récompense de 50 000 $. Les gens ont affiché des pancartes avec une description du crime et du tueur dans presque toutes les vitrines de la ville. Aucune arrestation n'a encore été effectuée. Une rumeur accusait à tort Heather, une autre élève qui avait un style gothique qu'ils associaient à tort au satanisme. Heather avait un alibi. Elle était avec son petit ami chez elle et sa mère était là une partie de la soirée. La mère d'Heather a refusé de laisser sa fille se soumettre au détecteur de mensonges. La police a commencé à se pencher sur le cas de Bernadette Proti car elle correspondait à la description du suspect et que son père conduisait également une Pinto. De plus, elle n'a pas été choisie par l'équipe, elle était l'une des perdantes et à ses yeux cela a prouvé qu'elle était un échec impopulaire. Elle avait cette obsession d'être acceptée, a déclaré une amie proche. Je l'ai vue quand elle prenait de la drogue juste pour essayer d'être l'amie de quelqu'un, elle changeait constamment. Elle était populaire à sa manière. Kirsten était dans ce qu'ils appellent le groupe d'élite. Bernadette était populaire mais pas auprès de ce groupe, elle idolâtrait Kirsten. Toujours selon sa meilleure amie, elle a subi un autre échec, elle n'a pas réussi à faire partie du personnel de l'annuaire, son monde entier s'est effondré, se souvient Jessica Grant, elle a supplié le doyen de la reconsidérer et a fondu en larmes devant ses amis. J'ai un complexe d'infériorité, a-t-elle dit à son amie. Je suis moche, je n'ai pas de gars, je suis tellement déformée, regarde mon corps, mes cheveux, mes vêtements sont si moches. Bernadette Proti était la plus jeune d'une famille religieuse catholique. Elle s'est plainte que ses parents étaient si vieux et que son père, ingénieur à la retraite, ne l'écoutait jamais. Elle s'est également sentie gênée par sa maison où la peinture pelait des murs extérieurs et où les meubles étaient plus anciens que dans les autres maisons du quartier.
Elle a dit à ses amis qu'elle désirait ardemment une maison moderne et chère avec des meubles Vogue. Les enquêteurs ont interrogé Bernadette et ont écouté son alibi. Elle a dit qu'elle avait fait du babysitting pour la famille Weems. Ils n'ont pas pris la peine de vérifier son histoire à ce moment-là parce qu'elle avait accepté de passer au détecteur de mensonges qu'elle a réussi. Elle a donc été innocentée en tant que suspecte. Les accusations et les spéculations se sont poursuivies tout au long de l'été, mais aucune arrestation n'a été effectuée. Les parents Costa ont alors décidé d'engager un détective privé avec une petite partie de l'argent de la récompense. Selon ses recherches, il soupçonnait qu'il s'agissait d'un meurtre induit par la drogue et que la tueuse avait nourri un désir lesbien pour Kirsten. À Orinda, une fille aux tendances homosexuelles était mal vue. Le motif selon lui était la peur de l'humiliation. Ce détective a revérifié les alibis de tous les suspects et s'est rendu compte en interrogeant la fameuse famille Weems que l'alibi de babysitting de Bernadette était faux. Le 11 décembre, Bernadette a été convoquée et interrogée par un jeune agent du FBI qui a aidé dans cette affaire. Elle s'est tenue à son histoire au début, mais lorsque l'agent lui a décrit le profil psychologique du suspect dans l'affaire qui montrait entre autres choses que le tueur aurait peut-être des remords pour ce crime, Bernadette a dit « ça me ressemble ». Elle a demandé à l'agent du FBI s'il avait déjà considéré qu'une fille de 16 ans pourrait craindre plus pour la réputation de ses parents que d'aller en prison. Bernadette a alors dit qu'elle voulait rentrer chez elle et réfléchir et l'agent a accepté. Sans aveu, les autorités ne disposaient pas suffisamment de preuves pour l'arrêter de toute façon. Le lendemain, Bernadette écrit à sa mère une lettre dans laquelle elle fait des aveux complets. Elle lui demande d'attendre 30 minutes avant de la lire. Quand le temps fut écoulé, Hélène Proty a lu les confessions de sa fille. « Je ne peux pas la ramener à la vie, mais je suis désolée. Je dois vivre avec cela depuis un certain temps, mais je ne peux pas l'ignorer. Je suis encore pire que tout ce que ces mots peuvent décrire et je me déteste. » Dans un PS, elle a écrit « S'il vous plaît, ne me demandez pas comment et pourquoi, parce que je ne comprends pas cela et je ne sais moi-même pas pourquoi. J'ai besoin de tant d'aide et d'amour. Je ne sais pas quoi faire, je suis désolée. » Après avoir fini la lecture de la lettre déboussolée, Hélène, la mère de Bernadette, a appelé l'école et elle et son mari ont amené leur fille au bureau du shérif où elle a fait une confession de 90 minutes qui a été enregistrée. 3 mois plus tard, c'est le procès. Durant la procédure, Bernadette était assise face à l'avant, la bouche relâchée et les yeux flous. Lorsque la confession enregistrée a été jouée, le seul bruit dans la salle d'audience feutrée était la voix douce de Bernadette. « Qu'allez-vous dire à la presse ?» était la première question qu'elle a posée pendant sa confession, suivie d'une autre. « Est-ce que je vais aller à la salle des mineurs ou je vais retourner à Miramont ?» Ses craintes à l'écart de Miramont étaient plus grandes. Elle savait ce que les étudiants là-bas lui feraient. « Je ne veux pas vivre ce que j'ai connu, je préférais mourir. » Lorsqu'on lui a demandé ce que Kirsten avait fait pour la mettre en colère, Bernadette a répondu « J'ai beaucoup de sentiments d'infériorité. Et j'ai vraiment de mauvais sentiments à mon sujet. Je n'ai pas été sélectionnée pour les pom-pom girls. Je ne suis pas entrée dans le club que je voulais. Je ne suis pas rentrée dans le personnel de l'annuaire. Donc je ne sais pas, je me sentais juste mal. Je me suis juste en quelque sorte sentie rabaissée. Je me suis souvenue d'une fois lors du voyage de ski où nous étions tous ensemble. Nous n'avions pas beaucoup d'argent et nous ne pouvions pas nous permettre d'acheter de belles choses de ski. Et quand je viens d'avoir cette paire de skis vraiment minables et quelques chaussures, mais vous savez, je m'amusais de toute façon, Kirsten a fait quelques commentaires à leur sujet et il semblait juste que tout le monde le pensait, mais qu'elle était la seule à le sortir et à me le dire. Bernadette a admis qu'elle avait passé l'appel téléphonique à la mère de Kirsten pour organiser une fête avec elle. Elle voulait juste se lier d'amitié avec sa camarade de classe et l'emmener à une fête, a-t-elle dit. Lorsque Kirsten s'est rapprochée de la voiture, elle a regardé à l'intérieur et a dit fadement « Oh, c'est toi ?» Elles ont fini par se disputer et Kirsten a fini par quitter le véhicule. Bernadette a affirmé avoir suivi le véhicule d'Alex uniquement pour s'assurer que Kirsten rentrait bien chez elle en toute sécurité. Mais alors qu'elle conduisait, elle a eu peur de la façon dont Kirsten pourrait décrire la soirée aux autres filles de l'école. Au moment où Kirsten a quitté la voiture d'Alex Arnold, la peur de Bernadette s'était transformée en colère. Elle a dit avoir utilisé un couteau qu'elle avait trouvé dans la voiture pour poignarder Kirsten à mort.
Elle déclare avoir trouvé le couteau de cuisine par hasard et sa sœur aînée Virginia a témoigné devant le tribunal qu'elle avait gardé ce couteau dans sa voiture pour couper des légumes. La famille de Kirsten ne croyait pas l'histoire de Poroti et a affirmé que personne n'utiliserait un couteau de boucher pour trancher des tomates et que Bernadette, de par sa tenue vestimentaire négligée ce soir-là, n'avait jamais eu l'intention d'emmener Kirsten à une fête, mais avait plutôt prévu de l'assassiner. Après avoir tué Kirsten, Bernadette a dit qu'elle est rentrée chez elle, qu'elle a caché le couteau et qu'elle avait fait une promenade avec sa mère et le chien de la famille. Le lendemain, elle lava le couteau et le retourna à la cuisine. Plus tard, elle a jeté son t-shirt et son pantalon de survêtement dans une décharge. Plusieurs spectateurs du procès ont été émus par les 90 minutes de confession, quelques-uns pleurèrent. Pour Berit, le meurtre de sa fille a été prémédité dès le moment de l'appel téléphonique. Bernadette a eu amplement le temps de changer d'avis. Elle a accusé que la confession de Bernadette était criblée de mensonges. Au cours du procès devant la Cour supérieure du comté, les témoignages ont révélé que Poroti avait soif d'acceptation sociale et jalousait la popularité et le succès de Kirsten. Bernadette a commis le crime à l'âge de 15 ans. La stratégie de la défense essayait de la faire paraître moins ingénue en affirmant qu'elle avait fumé de la marijuana et reniflé de la cocaïne et a commencé à salir Kirsten. Une amie d'enfance de Kirsten a alors pris la parole et a déclaré « Je ne pense pas que cela rende Bernadette plus innocente en faisant mal paraître Kirsten. Cela n'apporte rien de bon non plus à la communauté. » L'avocate de l'accusé ira même jusqu'à déclarer que le procès prolongeait inutilement l'humiliation de l'accusé et de sa famille, puisqu'il avait proposé que Bernadette plaide coupable du meurtre au second degré, un compromis que le bureau du procureur n'a pas accepté par respect pour la famille de la victime qui voulait des réponses et un procès. Elle a été jugée en tant que mineure et a été reconnue coupable d'avoir poignardé Kirsten Costa à mort. Elle a été condamnée en 1985 à une peine maximum de 9 ans de prison pour meurtre au second degré. Le juge a rejeté les arguments du procureur en faveur d'un meurtre au premier degré. Il a déclaré que Bernadette Poroti, souffrant du rejet de ses pairs, avait agi avec préméditation et mépris sans motif pour la vie humaine. Après l'énoncé du verdict, Bernadette Poroti a pleuré et elle a été escortée, menottée jusqu'à la prison pour mineurs. Elle a finalement été mise en liberté conditionnelle 7 ans plus tard en 1992 pour bonne conduite à l'âge de 23 ans. Malgré l'avis contraire d'un membre de la commission de libération conditionnelle qui a décrit Bernadette comme dangereuse et possédant un déclencheur caché que tout le monde peut tirer. Il pensait en effet qu'elle était capable de s'armer et de traquer à nouveau une autre victime. Selon lui, elle a une gâchette cachée que n'importe qui peut tirer simplement en ne lui donnant pas ce qu'elle pense qu'elle doit obtenir dans une relation. Malgré cet avis, la commission des libérations conditionnelles pour jeunes délinquants de l'État l'a libérée le 10 juin dans une décision de 2 contre 1. La famille de Kirsten, qui avait quitté Orinda et avait déménagé à Hawaï en 1986, s'est opposée avec véhémence à cette libération. Interviewé par téléphone à son domicile d'Honolulu, le père de Kirsten, Arthur Costa, a déclaré qu'il était découragé par la libération de Bernadette. Du point de vue de la victime, la punition ne commence même pas à équivaloir à l'ampleur du crime. Il dit qu'il en voulait au système judiciaire d'avoir placé Bernadette dans un établissement où elle pouvait avoir un petit ami et terminer ses études secondaires, des opportunités que sa fille ne pourra plus jamais faire. Vous ne pouvez pas remplacer votre enfant, alors vous y pensez tout le temps, a dit Costa, qui a dit qu'il craignait que Bernadette reste un danger pour le public. Les émotions et la sécurité publique, nous perdons vraiment sur les 2 plans. Depuis, Bernadette a changé de nom et aurait quitté l'État de Californie. Les rapports suggèrent qu'elle a été envoyée à l'école Ventura et a obtenu son diplôme d'études secondaires avec une bonne moyenne. Elle a également suivi suffisamment de cours dans un collège communal local pour obtenir son diplôme avec un associé en art. En raison du changement de nom de Bernadette, elle a apparemment disparu des yeux du public. Cependant, des personnes sur Internet ont longtemps été obsédées par la découverte du dernier emplacement et de l'identité de Bernadette. D'après un certain blog, elle serait mariée et aurait refait sa vie. Cependant, tout cela n'est pas confirmé. Une chose est certaine, c'est que Bernadette n'a pas eu de grave accrochage avec la justice depuis sa sortie de prison. Sinon, son ancienne identité aurait refait surface.
Elle a actuellement la cinquantaine et semble avoir pris un nouveau départ dans sa vie.